Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live meeting. J'espère que vous allez tous bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors tout d'abord, petit test son vidéo pour être sûr comme d'habitude que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Pour me présenter, enchantée, je suis Marine Nicolo. Je suis conseillère en investissement et chargée de levée de fonds chez Lita, qui est une plateforme sur laquelle Urban Solidarité Investissement, alias USI, réalise sa levée de fonds chez nous et dont la collecte est déjà en cours depuis quelques semaines. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'Itapuaco est une plateforme d'investissement solidaire qui permet aux particuliers et aux professionnels d'investir en dette ou en capital dans des entreprises telles que des startups, des PME, des coopératives ou des associations qui ont été sélectionnées sur des critères économiques et financiers, mais aussi sur des critères d'impact, donc un impact social, un impact sociétal ou un impact environnemental. Concrètement, on va donc accompagner des entreprises qui sont sur des thématiques variées. Ça peut être l'alimentation durable, l'insertion, les énergies renouvelables ou encore l'immobilier durable comme c'est le cas ce soir. Du coup, dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre investisseurs et entrepreneurs en levée de fonds pour vous permettre du coup d'échanger avec les entrepreneurs et de poser toutes vos questions en direct. On a la chance aujourd'hui d'être avec Frédéric Gagnon et Nicolas Freissé, qui sont respectivement directeur général et directeur général adjoint de Urban Solidarité Investissement, qui créent du coup des résidences de services intergénérationnels inclusives pour des personnes qui sont en situation de fragilité. Pour le format de ce live meeting, dans un premier temps, Nicolas et Frédéric vont vous présenter le projet USI, ce qui va durer une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Et dans un second temps, on aura une série de questions-réponses. N'hésitez pas dès à présent à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié. Donc vous avez l'onglet chat où vous pouvez dialoguer, on peut dialoguer ensemble, vous pouvez nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu Lita ou USI. Et vous avez l'onglet questions juste à côté qui est vraiment l'onglet où vous allez pouvoir poser vos questions et pour lesquelles on répondra du coup dans la seconde partie de cet événement. Pour celles et ceux qui ont loupé la fin ou qui ont loupé le début ou qui ne pourront pas assister à la fin de l'événement, on mettra en ligne le replay de cet événement et qui sera disponible notamment sur l'onglet opération de la levée de fonds de USI. Je vais du coup laisser la parole à Frédéric et Nicolas. Bonjour, donc je suis Frédéric Gagnon, je suis un des fondateurs de la foncière solidaire Urban Solidarité Investissement. Alors, notre société donc, est une foncière fondée il y a 4 ans. On est basé à Marseille. Nos opérations sont pour l'instant principalement dans le sud de la France. On a une problématique sur les seniors qui est assez prégnante, donc on a une aire d'activité assez naturelle en région PACA et également en Occitanie. Donc, notre foncière a été créée avec sur notre conviction et notre ambition qui est de répondre aux besoins d'hébergement des populations fragiles avec l'ambition d'une utilité sociale forte au travers de nos solutions immobilières innovantes en direction de ces publics qu'on va qualifier tout à l'heure. Donc, nos solutions immobilières pour ces publics, c'est des projets hybrides. Ça veut dire que notre ambition est de mêler différents services, différentes populations au sein de nos résidences, de façon à avoir cette mixité. Notre foncière, elle est agréée ESUS, ça veut dire qu'on est entreprise solidaire d'utilité sociale depuis notre création, donc depuis 4 ans. Nous sommes également membres de l'association Finansol, qui est devenue FAIR, qui est l'association de promotion de la finance solidaire. Et nos actions, donc nos titres de propriété de la société, sont également agréés par Finansol, ce qui veut dire qu'on a un gage d'abord de transparence financière dans toutes les actions que nous menons et dans toutes les actions dont nous rendons compte à nos différents actionnaires. Alors, quels sont nos publics? Nous avons 3 publics. Je vais en même temps passer le document.
Voilà, nous avons donc trois publics. Tout d'abord, les seniors modestes. On va en parler plus longuement, mais je les présente pour l'instant de façon simplifiée. Donc, les seniors modestes, ça veut dire l'immense majorité des seniors en France, puisqu'on on a en France des seniors qui sont assez fragiles financièrement et qui relèvent de l'action sociale. Et à l'autre bout du spectre, des seniors aisés pour lesquels ce n'est pas la peine d'inventer des solutions, elles existaient déjà. Nous nous concentrons sur cette frange de population qui représente 80% de la population française. On en parle tout à l'heure. Notre deuxième cible importante, pour lesquelles nous avons déjà réalisé des projets, ce sont les adultes en situation de handicap. Notre troisième cible, ce sont les familles monoparentales et plus spécifiquement les femmes victimes de violences conjugales. Alors, on va détailler ces trois populations et qu'est-ce qu'on a pour l'instant réalisé pour répondre à leurs besoins qui sont, je le répète encore une fois, des besoins qui sont très peu couverts malheureusement aujourd'hui. Alors, les seniors modestes. Alors, aujourd'hui, pour faire un point sur les seniors en France, bon, tout le monde le sait, c'est une évidence, les seniors en France représentent un quart de la population en France. Les gens, donc on est senior quand on a plus de 60 ans. On gagne aujourd'hui 1 million de seniors tous les 2 ans. Et l'INSEE nous dit que dans une quinzaine d'années, on aura un tiers de la population, soit 22 millions de personnes qui seront seniors. Donc un vieillissement accéléré de la population qui fait émerger 2 gros problèmes. D'abord, l'adaptation des logements au vieillissement. 3/4 des seniors aujourd'hui considèrent que les logements dans lesquels ils sont ne sont pas adaptés au vieillissement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, qui est également dans notre ADN, c'est le maintien du lien social. Quand on est senior, quand on quitte la vie active, on est très vite dans un monde assez rétréci et le lien social se délite. Les familles sont bien souvent éclatées, les enfants, les petits-enfants ne sont pas proches de vous et donc vous perdez très vite le lien social. C'est une préoccupation très importante et ce sont des éléments qui vont guider notre ambition dans la construction et la définition de produits innovants. Je passe la parole à Nicolas qui va vous présenter sur cette population senior notre ambition et les projets sur lesquels nous travaillons déjà. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Fraissé, je co-dirige cette foncière solidaire avec Frédéric. En résumé de l'introduction faite par Frédéric, si on doit en quelques mots dire ce qu'est et ce que fait la foncière urbaine solidarité investissement, c'est de concilier, je dirais, 3 choses qui sont assez difficilement conciliables. D'abord de l'impact social. Frédéric l'a expliqué, on a une très forte ambition sociale, c'est vraiment le cœur de nos préoccupations au quotidien, sans oublier, très important pour vous, investisseurs ou futurs investisseurs, l'impact environnemental, énergétique de ces solutions d'habitat innovantes qu'on va développer pour créer ce bénéfice et cet impact social. Et puis, concilier également un troisième élément que l'investisseur est en droit d'attendre, et de ne pas négliger en tout cas cet aspect-là, c'est évidemment l'impact économique et financier. Dit autrement, il faut que ces projets, nos projets, aient un fort impact social et environnemental, mais soient également rentables. Alors pour effectivement illustrer la solution ou les solutions que nous mettons en œuvre pour cette population, on va dire, que l'on adresse principalement, que sont les seniors modestes ou moyens en France, ben, nous développons des résidences intergénérationnelles en région. Si je veux qualifier un peu plus précisément ce que j'entends par région, dans des villes de taille moyenne ou taille intermédiaire, où en réalité, plus encore que dans les grandes villes, dans les métropoles, où les grands acteurs de l'immobilier à destination des seniors sont,
il n'y a pas d'offre du tout. Et s'il y en a une, ce sont des résidences, Frédéric en a parlé, qui sont inaccessibles à un retraité moyen dont la pension nette est d'environ 1 400 € par mois. Vous comprenez bien que en région, une résidence service senior à 2 000, 2 500, 3 000 € par mois est absolument inaccessible à l'essentiel de cette population senior. Résidence intergénérationnelle, ça veut donc dire une dominante de ces seniors modestes ou moyens qu'on a qualifiés, qui cohabitent, interagissent, échangent, entraident avec d'autres populations que sont les familles, des familles actives, plus particulièrement des familles monoparentales. Très important, cette rencontre, ce mélange des seniors autonomes, puisque nous ne l'avons pas précisé, mais nous sommes sur des seniors encore relativement en bonne santé et jeunes, mais qui anticipent le vieillissement. Donc ces gens-là interagissent assez naturellement avec des familles monoparentales, des mamans avec enfants, parce que au quotidien, finalement, ils ont les mêmes problématiques ou des problématiques complémentaires, à savoir des budgets qui sont extrêmement contraints, extrêmement limités, y compris en région, y compris dans ces villes intermédiaires, des problématiques d'organisation, des problématiques de gestion du quotidien, que ce soit pour les courses, pour ce qui est des seniors, pour la gestion, la garde, les devoirs des enfants. Ces populations se mêlent très naturellement et s'entraident. Des amitiés naissent et c'est tout l'objectif de ces bâtiments que nous développons. Le premier sera à Sisteron. La construction va démarrer au mois de mars. Et au-delà de juxtaposer ces populations, il faut qu'elles se rencontrent, elles interagissent. Donc, elles se rencontrent dans les parties communes et notamment dans la salle intergénérationnelle qui sera animée par notre partenaire, car nous ne sommes pas des spécialistes de l'animation et des services à ces populations. Ce partenaire, c'est l'ADMR, leader français associatif des services à la personne, qui au quotidien aura 2 personnes, 2 salariés en permanence qui vont accompagner les seniors, faire ce qu'ils appellent la présence bienveillante, c'est-à-dire s'assurer que, faire du suivi quotidien pour s'assurer que tout va bien et les accompagner sur des problématiques quotidiennes, administratives, médicales, informatiques. Et tous les jours, tous les après-midi, du lundi au vendredi, leur proposer des animations culturelles, physiques, des sorties, etc., etc. Pour terminer sur les seniors et ces résidences intergénérationnelles, 3e population très importante, je ne parle que des principales, c'est la petite enfance. Toutes nos résidences, à commencer par Sisteron et les 4 ou 5 programmées qui suivront, accueilleront une microcrèche. Microcrèche, ça veut dire 12 enfants de 0 à 3 ans qui seront logés donc au pied de l'immeuble, dans un espace à part, mais qui évidemment sera très perméable avec le reste du bâtiment. Donc, ces enfants cohabiteront quelque part avec leurs aînés, avec le regard bienveillant qu'ont les enfants à cet âge-là, qu'ont les enfants tout court. Et inversement, les seniors, en tout cas ceux qui le souhaitent, participeront à la vie, à l'activité de la crèche au travers des sorties, au travers des activités, au travers du jardinage, au travers des lectures. Voilà, ça c'est la première ambition que nous avons et l'idée c'est à un budget maîtrisé de faire rencontrer donc ces populations et de leur proposer ce service au quotidien avec cette présence bienveillante. Frédéric va vous parler de la 2e population. 2e population importante pour nous, les adultes en situation de handicap. Alors pourquoi les adultes ? Parce que la petite enfance et le handicap est un sujet qui est relativement bien maîtrisé en France. Les difficultés pour les parents interviennent lorsque votre enfant a atteint l'âge de 20 ans. Là, ça devient franchement compliqué. Il faut trouver un foyer ou une maison d'accueil pour votre enfant. Donc, en fonction du handicap, vous avez soit des foyers d'accueil médicalisés, soit des maisons d'accueil spécialisées qui permettent d'accueillir 24 heures sur 24 les enfants qui deviennent des adultes et qui n'ont pas la possibilité d'être autonomes. Donc, il faut couvrir un besoin 24 heures sur 24 d'assistance et d'animation pour ces jeunes adultes qui vont devenir des adultes matures et vieillissants. Donc, en dehors de ces maisons et de ces foyers d'accueil,
qui ne répondent pas à la demande en France. Les parents ont bien souvent la seule possibilité pour eux, c'est de garder à la maison un enfant qui va devenir un adulte, et donc qui reste une charge 24 heures sur 24 pour les parents, qui eux aussi vont vieillir et vont s'interroger sur la pérennité de ce mode de fonctionnement. Très peu de solutions aujourd'hui existent. Et donc nous avons travaillé sur d'abord plusieurs projets. D'abord sur le polyhandicap, ce qui est le fruit de rencontres avec des associations de parents qui s'ouvraient à nous de la non-existence de solutions pour leurs enfants. Et nous avons développé d'abord une première résidence de co-living et d'habitat partagé pour des seniors en situation de handicap, y compris avec des handicaps sévères, dans lesquels nous avons mélangé des populations. Nicolas vous a parlé tout à l'heure d'habitat intergénérationnel, de mixité de population. C'est ce que nous essayons également d'intégrer dans les résidences que nous développons pour le handicap, quand c'est possible. Je repasserai la parole à Nicolas pour qu'il vous parle d'un projet pour les handicaps. Donc il y a polyhandicap, qui est un sujet important pour nous, et également un autre élément dans le handicap qui est Alzheimer, qui est assez spécifique, qui est avec la même problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lieux d'accueil 24 heures sur 24 pour des adultes qui sont atteints d'Alzheimer sont assez peu développés. Vous avez de l'accueil de jour qui existe, mais le fait de vivre 24 heures sur 24 dans un cadre sécurisé, agréable, qui ressemble à la maison, et qui donc va permettre d'accompagner dans les meilleures conditions possibles ces adultes qui vont avoir une situation qui va devenir de plus en plus compliquée et dépendante. Ces situations-là, ces projets sont assez peu développés en France. En tout cas, dans le sud de la France, il y en a très très peu. Et aujourd'hui, donc, nous avons une ambition forte de développer un habitat alternatif qui est destiné donc à ces personnes qui sont au seuil de la maladie d'Alzheimer, dans un cadre complètement qui identifie à leur maison avec des petites unités. Ces unités-là ne peuvent pas accepter de mixité, comme on essaie de promouvoir dans les autres lieux. C'est assez spécifique. Je repasse la parole à Nicolas, qui va en dire un petit peu plus. Alors, 2 illustrations en effet. Donc, sur l'habitat inclusif pour handicapés, Frédéric va vous passer la page de la présentation du projet de Revel. Revel, c'est dans le 31, à une quarantaine de minutes de Toulouse. C'est une petite ville d'une quinzaine de milliers d'habitants. Donc, encore une fois, nous sommes sur une ville de région de taille intermédiaire. Là, il ne s'agit pas je ne l'ai pas précisé, d'un projet de construction neuf comme à Sisteron où il y avait 41 logements, je ne l'avais pas dit non plus. On est là sur la transformation, l'adaptation d'un très beau bâtiment, une ancienne ferme, une longère, qui va accueillir d'un côté 9 adultes handicapés, sur 2 axes ou selon 2 formats, si je puis dire, puisqu'il y a 6 de ces 9 qui seront dans un habitat complètement partagé, donc un co-living, avec des personnes qui les accompagnent bien sûr au quotidien, et puis 3 studios indépendants, ces 9 adultes handicapés, donc faisant partie du bâtiment, donc du premier tiers du bâtiment. À l'autre extrémité, à droite de ce bâtiment, vous aurez 3 familles dans des appartements de taille assez importante, qui vont donc forcément croiser, interagir, rencontrer au quotidien ces handicapés. Et puis au centre de ce bâtiment, pour créer là aussi de la vie, des points de rencontre, des lieux d'échange, plusieurs tiers-lieux, dont un qui a vocation à être occupé par une microcrèche, comme à Sisteron. On fait rencontrer non seulement des jeunes et des vieux, mais là des personnes atteintes de handicap et des personnes valides et des enfants qui, encore une fois, ont ce regard, je dirais, sincère, bienveillant, sans a priori,
sur le handicap comme sur les seniors, et ça participe du développement du social, ça participe du bien vieillir, puisque ces populations fragiles, c'est notre fil conducteur, au-delà d'être bien logés, ont besoin de se sentir utiles et d'avoir encore un rôle à jouer dans la cité. Ça, c'est le premier exemple donc sur l'habitat inclusif pour handicapés. Le deuxième, sur lequel je prends un instant pour vous expliquer ce qu'on fait. Donc, il s'agit de cet habitat accompagné et partagé pour personnes, principalement des seniors atteintes de maladies neurodégénératives. Très simplement, on parle d'Alzheimer. Et là aussi, nous sommes sur un bâtiment existant à transformer, une très belle bâtisse en plein centre de Digne, d'environ 300-350 mètres carrés, qui va être reconfigurée en 8 logements pour des personnes, alors seules, éventuellement quelques couples, qui sont atteintes d'Alzheimer, avec au quotidien, en journée, 2 personnes qui vont les accompagner, 2 auxiliaires de vie, et une personne, un auxiliaire de nuit, pour veiller sur eux la nuit. Ces personnes, ces salariés vont s'assurer donc du bien vieillir de ces personnes-là, vont les accompagner, les animer au quotidien. Les repas seront composés, partagés, consommés ensemble. Et on a l'ambition de penser qu'en faisant se rencontrer, interagir ces gens qui auront choisi ce projet de vie sociale et partagée, ils seront d'une part plus heureux, et comme ils seront plus heureux, plus épanouis, ben ça participera de leur meilleure santé, et donc ça participera à retarder l'ultime étape, qui est évidemment celle de l'entrée en EHPAD avec des soins médicaux qui, dans un premier temps, pourront être prodigués dans la résidence. Voilà le deuxième public, donc qui se décline en habitat inclusif pour handicap ou en habitat inclusif pour seniors atteints d'Alzheimer. Alors, le troisième public sont les familles monoparentales. On en a un petit peu parlé en vous parlant en vous décrivant le projet de Sisteron, qui est un habitat intergénérationnel, qui mixe des familles monoparentales avec nos seniors. Mais plus spécifiquement, on est sur un projet assez original. Dans les familles monoparentales, nous nous intéressons à un public très particulier, que sont les femmes victimes de violences conjugales. Et on développe une solution assez originale dans un habitat qu'on a appelé des roulottes solidaires, qui sont en fait des petites maisons capables d'accueillir une femme plus 1 ou 2 enfants. Un élément fondamental qui nous a mobilisés dans notre envie de trouver des solutions pour ce public fragile spécifique. Quand vous êtes une femme qui est victime de violence et que vous voulez quitter votre domicile, vous faites le 115. Et aujourd'hui, quand vous faites le 115, vous avez 4 appels sur 10 qui ne peuvent pas être satisfaits parce qu'il n'y a pas de possibilité d'hébergement. Donc, la femme qui appelle le 115, qui veut quitter son domicile parce qu'elle est victime de violence, il y en a 4 sur 10 qui vont rester chez elle, qui vont rester dans une situation à risque. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les solutions immobilières qui manquent plutôt que les budgets. Donc, nous sommes basés dans le sud de la France. Nous sommes très régulièrement au contact des collectivités. Et les collectivités nous disent que dans le sud de la France, vous avez beaucoup d'hôteliers, puisque l'hébergement d'urgence passe beaucoup par les hôteliers, qui aujourd'hui ferment leurs portes à ce type d'hébergement parce qu'ils préfèrent recevoir des touristes et baser leur modèle sur le tourisme. Donc, pour lutter contre ce vrai problème et trouver des solutions originales, rapides de construction et très modulables et adaptables, nous travaillons sur un habitat alternatif que nous avons appelé roulotte solidaire. Nicolas, je te repasse la parole pour nous parler en 2 mots de cette opération qui sera développée dans les Alpes-Maritimes. Oui, alors effectivement, nous parlons aux grandes métropoles du Sud dans un premier temps, mais le besoin, vous l'avez compris, comme sur les seniors, comme sur Alzheimer, comme sur le handicap, il est évidemment universel. Donc nous aurons vocation également à répondre à ces besoins partout en France. Dans le Sud, nous parlons typiquement à la ville de Nice, qui est vraiment très, très moteur sur cette problématique-là. Nous parlons également à la ville
à la ville de Marseille. Donc, pour résumer et vous faire toucher du doigt le problème social et sociétal que nous traitons via ce format d'habitat un petit peu particulier, c'est de l'immobilier sur roue. Donc, on est sur un habitat petit mais digne. Frédéric l'a dit, très modulable, très déplaçable, qui doit permettre donc à la personne, j'allais dire, de se reconstruire en attendant évidemment de retrouver un logement plus pérenne. Et donc là, le logement social a vocation à prendre le relais sur le plus long terme. On développe complètement ex nihilo donc le format et l'aménagement de ces roulottes avec un chantier d'insertion très présent dans le sud de la France qui s'appelle Chantier Plus. Donc ça, c'est important de dire qu'on participe aussi à la réinsertion par l'emploi. Nous créons des emplois et l'objectif est de construire une roulotte solidaire par mois. Et j'ajoute, avant de revenir sur le public lui-même, un autre élément important. Ces roulottes solidaires seront construites à près de 90% à partir de matériaux issus de la déconstruction, donc à partir de matériaux recyclés, puisque comme nous vous le disions en introduction, l'impact social, c'est notre premier objectif, mais l'impact environnemental, énergétique, c'est le deuxième, et donc nous satisfaisons également cette exigence au même titre que l'emploi. Donc, dans ces petites roulottes de 15 à 20 mètres carrés, donc effectivement en hébergement d'urgence ou semi-urgence transitoire, nous accueillons une maman avec ses enfants. Ce logement est beaucoup plus adapté, Frédéric le disait, au-delà de l'absence de logement existant que l'hôtel. Pourquoi? Parce que là, nous sommes sur des logements complètement indépendants, avec une cuisine, des toilettes, ce qui évidemment, pour ce qui est de la cuisine en tout cas, n'est pas le cas ou peu le cas dans les chambres d'hôtel. Et autre élément très très important pour la collectivité, comme c'est un petit habitat digne qui est reconstitué, autonome, indépendant, ça permet d'avoir un accompagnement de ces personnes très fragiles, un accompagnement, un suivi médico-social beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis et beaucoup plus qualitatif que dans une chambre d'hôtel dispersée aux quatre coins de la ville. L'idée, c'est de constituer des petits parcs de 5 à 10 roulottes solidaires sur des emplacements dédiés que les collectivités mettent à notre disposition, animés par des associations locales, et donc de permettre à ces familles, dans un premier temps dans l'urgence, et ensuite, en attendant de trouver des solutions plus pérennes et plus adaptées, de se reconstruire. Voilà. Donc, troisième public, après les seniors, le handicap et les familles monoparentales, dont les femmes victimes de violences conjugales, illustrées par 3 solutions innovantes d'habitat adaptées et accessibles financièrement. Voilà. En conclusion, donc vous avez compris que notre plan de développement est ambitieux. Nous avons déjà commencé à produire ces habitats innovants. L'ADN de la foncière, vous l'avez bien compris, c'est des solutions pour des gens qui aujourd'hui n'ont pas de solution et des publics fragiles qui ont été aujourd'hui bien qualifiés. Donc, ces 3 publics fragiles que nous visons. Un point commun également, je pense que vous l'avez compris dans toutes les descriptions, c'est que toutes les opérations sur lesquelles nous sommes engagés et les prochaines opérations répondent à des critères stricts d'impact pour lesquels nous avons une ambition qui n'est pas négociable, c'est-à-dire un impact social fort, un impact environnemental fort, et également un impact économique et financier, que ce soit de l'impact sur l'emploi, mais également sur la rentabilité de nos opérations. Toutes nos opérations seront rentables également. Voilà. J'en ai terminé. Nous en avons terminé sur notre présentation et donc maintenant, nous répondons avec plaisir à toutes vos questions.
Peut-être un petit complément, si vous me permettez, dit autrement, et on peut peut-être présenter notre grille d'analyse pour résumer de façon vraiment visuelle la façon dont nous choisissons, nous définissons nos projets, la façon dont nous faisons le tri. Frédéric, si tu veux peut-être mettre pour illustrer mon propos, voilà. On vous a expliqué que effectivement l'impact social, l'impact environnemental, l'impact économique et financier étaient absolument déterminants pour nous. Ces trois impacts principaux ensuite se déclinent en critères ou en axes de sélection et d'investissement. Hein. Donc, ça nous permet de choisir les projets, en tout cas les plus pertinents, qui cumulent le plus possible tous ces impacts. Et puis évidemment, très important, quand on fait de l'investissement responsable, quand on fait de l'investissement à impact, c'est de mesurer cet impact dans le temps. Donc, cette grille d'analyse en amont, elle nous sert évidemment pendant toute la vie demain et tout le suivi du projet. Je vais vous donner un dernier exemple avant de passer aux questions-réponses. On n'a pas parlé de l'impact économique. Alors, on a parlé de la rentabilité des projets. On vise une rentabilité locative sur chacun des projets. Un élément qui est peut-être très important pour vous aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'emploi, c'est l'impact économique. Par impact économique, j'entends la création d'emplois. Je vais illustrer cette réalité par un exemple très simple qui est Sisteron, dont on vous a parlé tout à l'heure. Nous sommes en capacité d'affirmer que le projet de Sisteron va créer 10 emplois locaux non déplaçables grâce à ce projet. Et ces 10 emplois sont en fait la somme des emplois qui vont être créés pour animer et gérer la résidence avec notre partenaire ADMR, les emplois qui vont être créés dans la microcrèche et les emplois qui vont être créés pour, au quotidien, accompagner au travers de services à la personne ces populations. La somme pour ces 40 logements de l'intervention humaine du projet de Sisteron, ce sont donc 10 emplois neufs locaux qui seront créés. Voilà, on est à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup Nicolas, Frédéric, pour cette présentation. C'était très intéressant. Avant de passer à la partie questions, ce que je vous propose, c'est de très rapidement revenir sur les raisons pour investir qui ont été déterminées par notre analyste financier, qui a du coup effectué une analyse approfondie de Urban Solidarité Investissement et qui a du coup défini des points clés, des points positifs pour cet investissement. Le premier point, c'est qu'on est sur une équipe fondatrice expérimentée. En effet, en tant que fondateur, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle significative et complémentaire, Frédéric et Nicolas notamment, ainsi que d'une expérience importante dans la conception et dans le développement de projets immobiliers, mais également dans tout ce qui touche l'économie sociale et solidaire. Le deuxième élément, qui est le réseau de partenaires associatifs et de collectivités qui est constitué depuis de longues dates. Aujourd'hui, c'est un vrai atout et ça atteste d'un vrai besoin de solutions aujourd'hui, de plusieurs types de publics fragiles. Enfin, on a une sécurisation des projets. On a notamment l'implication opérationnelle des partenaires locaux qui sont experts sur, par exemple, le sujet du vieillissement ou du handicap et qui vont du coup réaliser des études systématiques de marché pour valider la pertinence des projets. Donc, USI, du coup, bénéficie d'un pipeline de projets qui est significatif et qui est qualifié. Et enfin, on a le soutien et la confiance accordée par 4 grands acteurs institutionnels, Incoventures, Ecofi Generali et les fonds Investpaca, qui du coup dédient leur accompagnement à des PME de l'économie sociale et solidaire en région PACA. Voilà sur les raisons qui montrent que Urban Solidarité Investissement est un très beau projet. Également sur les conditions de l'investissement, pour rappel, sur l'ITA, on est sur une levée de fonds en actions. L'avantage financier est du coup une plus-value potentielle et vous avez aussi un avantage fiscal qui est la réduction d'impôt sur le revenu à 18%. Donc, pour un investissement par exemple de 1 000 €, vous avez 180 € qui viennent diminuer votre imposition. On va maintenant passer aux questions.
On en a quelques-unes. On va les prendre dans l'ordre. Une question de Célia. Bravo pour ce projet inspirant et bienveillant. Avez-vous de la visibilité sur les prochains projets que vous souhaitez financer? Alors, je vais peut-être répondre. On se partagera les réponses. On a beaucoup de visibilité et beaucoup d'ambition sur chacun des 3 formats et des 3 publics dont on vous a parlé. J'ai déjà un peu vendu la mèche peut-être depuis, puisque je vous disais que pour les résidences intergénérationnelles, dont la première réalisation financée et dont la construction va démarrer, je me répète, dans quelques semaines, il s'agit de Sisteron. L'idée, c'est de dupliquer, avec quelques ajustements en fonction évidemment de la ville d'implantation, du territoire et des besoins des publics fragiles, c'est de dupliquer cette résidence de Sisteron dans les 3 prochaines années sur, à minima, 3 autres résidences. Alors, nous fonctionnons avec un partenaire qui est l'ADMR, en l'occurrence dans les Alpes de Haute-Provence, ADMR 04. Donc, rien que dans ce département, qui est un département très intéressant parce qu'à la fois composé de villes intermédiaires de taille importante, hein, on a cité Sisteron, on pourrait en citer quelques autres, et on n'est pas très loin de Marseille. On est également sur un territoire qui est pour partie rural. Donc le besoin pour ces seniors modestes est très important. Donc l'idée, et on a déjà identifié des projets sur ce territoire-là, c'est de faire une résidence très vraisemblablement à Oraison, qui est donc en vallée de la Durance également. Manosque, beaucoup plus près de Marseille et d'Aix-en-Provence, hein, c'est la continuité de Aix, on est à quelques minutes d'Aix-en-Provence, ou Digne-les-Bains, qui est donc la préfecture en l'occurrence du 04. Donc là, la visibilité sur les résidences intergénérationnelles, pardon, 4 résidences à minima dans le 04. Nous sommes en train de regarder également des projets dans les Bouches-du-Rhône, où nous sommes, assez logique, mais également en région lyonnaise et dans la Drôme. Voilà pour la partie résidence intergénérationnelle. Je vais terminer dans ce cas-là sur la partie visibilité. Les roulottes solidaires, donc première commande de la ville de Nice. Nous avons plusieurs collectivités qui sont intéressées toujours en PACA et dont l'objectif est à chaque fois de passer commande de 8 à 15 roulottes solidaires. Et sur le handicap, là aussi un plan de développement de réaliser de réaliser par an un nouvel habitat inclusif, que ce soit pour handicap ou pour maladie neurodégénérative, Alzheimer. Merci beaucoup, voilà. Nicolas, pour cette question, pour cette réponse. J'espère que Célia, ça y répond. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Célia avait une autre question. Avez-vous une stratégie d'implantation géographique? Donc, vous y avez un peu répondu, mais je trouve que ça va bien dans la continuité. Peut-être plus au niveau peut-être des villes. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous voulez nous en dire un peu plus sur votre stratégie. Je réponds. C'est une très bonne question parce que c'est un élément fondamental d'un développement raisonné. On est aujourd'hui, les besoins couvrent le territoire national. Donc, nous avons fait le choix de rester d'abord en région PACA parce que d'abord nous sommes basés en région PACA et notre écosystème et nos partenaires sont principalement en région PACA. Nous essaimons à partir de la région PACA. Nicolas l'a dit, on a des projets dans les Alpes de Haute-Provence, des projets en région lyonnaise. On va pas faire de développement insensé en mettant en péril l'organisation et la structure financière de la société. Et donc, pour l'instant, nous visons prioritairement donc on va dire le sud de la Loire. D'abord parce qu'on a des populations qui s'y prêtent particulièrement bien pour les seniors. On a un vrai désert pour de solutions pour le handicap. Donc, on a déjà un espace géographique
intéressant chez nous. Et puis, vous l'avez bien compris, on travaille avec des partenaires. Nous, on définit des solutions immobilières, on les met en œuvre, on les met en musique et on les gère sur le long terme. Mais on a besoin d'avoir des partenaires de confiance qui, eux, vont être dans l'animation, dans le service à la personne, dans l'accompagnement sur le long terme, quel que soit le type de population. Donc, il est très important d'avoir les bons partenaires. Aujourd'hui, on a, à notre stade de développement, les bons partenaires, ça veut dire bons partenaires, non seulement sont des bons professionnels, ils ont une couverture géographique existante sur les zones que l'on souhaite développer, mais au-delà de ça, ils ont un ADN commun avec nous et ils ont la même ambition que nous en termes de population, en termes de services, en termes de vérité des prix et de population servie. Donc, on travaille avec eux et on travaille sur nos points forts que sont les régions qu'on a identifiées pour l'instant. Demain, on ira certainement ailleurs, mais on ira de façon réfléchie lorsqu'on sera certain qu'on remplit bien la mission que l'on s'est donnée, c'est-à-dire ces populations, ce niveau de prix, ce niveau de service. Parce qu'effectivement, on a des projets qui nous arrivent des opportunités qui nous arrivent de partout en France. Donc, on y va de façon raisonnée, sérieuse, en allant que sur les succès certains. On sait qu'on réussira. Dès qu'on investit sur un projet, on sait qu'il va fonctionner. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très clair. Célia, n'hésitez pas à nous dire si ça l'est également pour vous. On a une question de Serge. Merci beaucoup pour cette présentation. Comment assurez-vous la rentabilité de vos projets avec un coût d'achat élevé et des loyers modérés? Frédéric, je pense que c'est une question pour toi. Mais merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, je prépare la réponse de Frédéric. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être on va dire un profil un peu plus financier, et encore une fois, l'idée est d'investir dans des projets à la fois durables, à fort impact social, mais également rentables. La première question qui se pose, mais comment arrive-t-il à avoir des solutions immobilières adaptées de qualité, avec du service de qualité, sur des populations dont les ressources sont limitées, et à, sinon garantir, en tout cas tout faire pour qu'il y ait une rentabilité de marché. Par rentabilité de marché, aujourd'hui, on entend 4 à 5% de rentabilité locative. Voilà. Ça c'est effectivement la question que les investisseurs institutionnels que Marine a cités tout à l'heure, qui sont des gens qui, sachez-le, sont extrêmement exigeants, très regardants sur la partie rentabilité financière, nous posent et sur lesquels nous les avons convaincus puisqu'on a ces 4 grands fonds qui nous ont rejoints en fin d'année dernière. Frédéric, tu veux compléter? Oui. Alors, c'est une question centrale pour nous lorsque l'on développe nos projets. Vous l'avez compris dans nos propos, il y a 2 éléments extrêmement importants. La qualité de la construction, d'abord, ça a un coût, mais c'est un élément qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on peut rendre un service à coût maîtrisé avec des immeubles de qualité, parce qu'en fait, ces immeubles-là vont bien vieillir, donc ça, c'est un premier élément. Mais surtout, vous avez compris dans mes propos que le fonctionnement avec nos partenaires était fondamental et que aujourd'hui, on est avec des gens qui ont le même ADN, la même communauté de vue sur les services à rendre. Nos résidences, elles ont un aspect assez innovant. Elles sont très ouvertes sur l'extérieur, ce qui correspond à la façon de fonctionner de notre partenaire ADMR. ADMR est une fédération d'associations qui sont présentes sur le territoire national depuis 1945. Donc, en fait, on va venir apporter sur un territoire, en fait, une solution nouvelle à ce que la ADMR fait déjà. Autrement dit,
l'ADMR va pouvoir concentrer dans nos résidences des services qu'elle va rendre spécifiquement à nos locataires, mais également elle va intégrer dans les services, et notamment dans l'aspect vie sociale de la résidence, animation de la résidence, des personnes qui sont déjà les clients d'ADMR sur des solutions chez elles, dans leur logement existant. Et donc, on va les attirer également. On va en fait fabriquer un vrai lieu de vie. On va fabriquer un lieu ouvert sur l'extérieur. Si, je ne voudrais pas faire de comparaison parce qu'on n'est pas du tout dans une résidence-service dans le mode de fonctionnement. Le mode résidence-service, c'est une résidence qui est au bénéfice exclusif de ses locataires. Donc, en fait, vous avez un coût de fonctionnement qui est extrêmement important. Alors que nos résidences, elles, sont ouvertes sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles vont intégrer, bien sûr, le service des locataires, mais elles vont également intégrer des services complémentaires à destination d'autres personnes qui sont dans le quartier, qui sont dans l'écosystème de la résidence. C'est pour ça que nos résidences sont principalement en cœur de ville ou proche de toute commodité, proche de tout commerce. Donc, vous avez déjà des bassins de vie et qui sont extrêmement attractifs pour les gens qui sont autour. Donc, ça veut dire que, en fait, quand bien même on a une taille humaine, et ben finalement, les services ils sont rendus à une population qui est bien plus grande que les locataires stricts de la résidence, ce qui veut dire que l'ADMR peut avoir des prix complètement adaptés. Et dans le modèle économique d'une résidence intergénérationnelle ou d'une résidence pour handicapés où vous avez cette mixité, finalement, vous avez une partie des ressources qui sont tirées de la partie strictement immobilière, une autre partie des ressources qui sont tirées de la partie service. Ben, finalement, notre partie service est extrêmement concurrentielle par rapport à un autre opérateur lambda, parce que nous avons cette implantation, grâce à la DMR, au-delà de notre résidence de façon très naturelle. Ce qui permet d'avoir des prix vraiment très, très, très ajustés, sans compromis sur la qualité des services. C'est fondamental. Donc, on peut faire très bien pour un prix très raisonnable. C'est comme ça que ça fonctionne, le modèle. Et puis, vous ajoutez... Parce que on touche à la fois au savoir-faire de ce qu'on développe avec nos partenaires, on touche un peu au secret de fabrication, à l'originalité de nos modèles, au fait qu'on est capable de, pour le même service, faire 2 à 3 fois moins cher qu'une résidence-service traditionnelle qui a des exigences de rentabilité très fortes, qui est très tournée vers son public exclusif et qui donc va avoir besoin de ressources complètement dédiées à sa résidence. Dit autrement, pour résumer et conclure sur cette question-là, il y a 2 moteurs et il y a 2 réponses à votre question, Serge. Il y a bien acheter, bien construire sur des territoires où le foncier n'est pas exorbitant, ça c'est la partie immobilière, composante importante du loyer, hein, qui comprend donc cette partie immobilière, et effectivement un service, je vais paraphraser Frédéric, mais un service et une animation à des coûts très limités, grâce donc à l'intervention d'un acteur de proximité comme l'ADMR, sachant que nous ne travaillons pas qu'avec l'ADMR, mais pour faire simple, en tout cas dans notre propos ce soir, notez que c'est un partenaire privilégié pour nous. Voilà, donc ce sont ces 2 composantes, la composante immobilière et le contenu d'offres et de services, sur lesquels les coûts sont tirés au plus bas sans déroger à la qualité de service, qui nous permet effectivement, malgré tout, de dégager une rentabilité importante. Merci beaucoup. C'était très clair et très, très intéressant. J'espère que Serge, vous le trouvez également. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Il nous reste une dizaine de minutes. On va essayer d'accélérer pour répondre à toutes les questions. On avait une question. Préférez-vous l'investissement dans des projets en VFA ou dans l'ancien, avec des travaux de remise aux normes? Je réponds. Ouais. C'est une question de spécialiste. On fait les deux. On fait les deux et on ne privilégie pas plus l'un que l'autre.
Pourquoi? Parce que les deux ont des avantages et des inconvénients. La VFA ou le développement, on développe aussi en direct des opérations. Ça permet d'avoir la meilleure assurance de maîtrise de coûts au regard de la qualité et de l'exigence de qualité environnementale, de performance énergétique que nous visons. Ça, c'est une première chose. Le point négatif sur des opérations neuves et en VFA, c'est la durée de l'opération qui va vous prendre 3 à 4 ans quand tout va bien, puisqu'il y a le dépôt d'un permis de construire, la purge et la période de construction. Donc, il faut faire, pour pouvoir avoir un développement harmonieux, il faut faire de la VFA. C'est une évidence. Ça permet d'avoir la maîtrise complète des projets, avoir une assurance assez forte dès le début. Mais nous travaillons également sur des réhabilitations lourdes, parce que ça permet d'avoir d'abord une accélération dans le timing des opérations. Ça va beaucoup plus vite. Il y a un aléa qui est beaucoup plus fort à ce moment-là sur le coût des opérations. On a la chance d'avoir dans notre écosystème nos cousins qui font de la construction et qui ont une très forte expertise que nous avons en partie internalisée dans nos équipes, ce qui fait qu'on peut avoir une vision assez professionnelle de la rénovation, des réhabilitations lourdes et du pilotage de ces opérations. Donc aujourd'hui, on n'en privilégie pas plus l'une que l'autre parce que les deux ont des avantages et des inconvénients. Par contre, je pense qu'on peut dire qu'on a une vraie maîtrise de la part de nos expériences passées. Vous voyez qu'on a quand même des cheveux gris quand il reste encore un peu de cheveux. On a une expérience dans le domaine de l'immobilier, de la construction, de la conception de programmes et du suivi des programmes. Donc on fait les deux et on ne privilégie pas plus l'un que l'autre. Merci beaucoup. Une autre question posée par Cathy. Quelle est votre vision actuelle du marché de l'immobilier? Avec la remontée des taux, y a-t-il déjà eu une baisse des prix dans les villes que vous visez? Et doit-on s'attendre à une baisse plus importante du marché? Vas-y, Nicolas. Je me risque. Là, c'est une question très, très immobilière. Je vais en profiter pour faire un petit commentaire. Très bonne question, important d'y répondre, mais comprenez bien, avec, je crois, toute la sincérité qu'on a, que l'immobilier, c'est évidemment essentiel, de qualité, avec toutes les exigences qu'on a décrites, mais ça reste un outil, un support, un prétexte à l'ambition principale, qui est cette ambition d'innovation, de cohésion sociale et de solutions innovantes pour ces publics fragiles. Une fois que j'ai dit ça, donc maintenant je vais essayer de répondre à la question. Aujourd'hui, non, on n'observe pas, y compris dans ces villes régionales de taille intermédiaire, de baisse des prix. Je dirais même plus, les prix continuent de monter. Pour des raisons que vous comprendrez tous, il y a un phénomène post-Covid qu'on continue d'observer aujourd'hui, avec les solutions de mobilité moderne de surcroît. Nous choisissons, je vous le rappelle en plus, Frédéric l'a dit tout à l'heure, des projets qui sont en cœur de ville, avec des commerces et des transports très accessibles en hyper proximité. Donc ça veut dire qu'on peut habiter à un endroit et travailler un petit peu plus loin. Bref, tout ça pour dire que le marché du résidentiel en général et particulièrement en région, il continue d'être solide. La demande continue globalement de dépasser l'offre. Il y a il y a d'énormes besoins existants pour les populations du territoire qui veulent rester sur leur territoire à Digne, à Sisteron, à Marseille ou à Revel. Donc cette demande locale, elle existe. Et on a ce phénomène supplémentaire de déplacement de population qui sont des populations actives jeunes, mais qui sont aussi des seniors qui identifient peut-être la solution qu'on va leur proposer qui est adaptée
à leurs attentes et qui en plus leur permettent effectivement de venir dans des régions qu'ils considèrent comme plus adaptées à la retraite. Donc, Alors, on n'observe pas de baisse aujourd'hui. pour compléter, donc on est dans une situation paradoxale. Ça ne va pas durer parce que la hausse des taux va sortir du marché beaucoup de ménages qui ne seront plus solvables. Donc aujourd'hui, par contre, c'est pas encore arrivé. Ça peut arriver dans 6 mois, dans 1 an, et on va avoir entre 1 et 3 ans peut-être de périodes un peu chaotiques sur l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Pour nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas sensible au prix de l'immobilier existant, puisque comme vous l'avez compris tout à l'heure dans la précédente question, soit on va construire neuf, et donc ce qui nous impacte, c'est le coût des matériaux, soit on va faire des rénovations lourdes, mais on n'est pas dans des logements standards, donc on ne va pas acheter 3 à 4 logements. Donc c'est pas notre risque principal. Ça, il y a un effet quand même collatéral de cette remontée des taux, c'est que ça pas sur le prix de l'immobilier, mais sur le coût du montage de nos projets. Et aujourd'hui, avec les taux qui sont assez élevés, c'est pas fini. Pour qu'on équilibre nos projets, pour qu'on puisse avoir cette rentabilité sur le long terme, ça veut dire qu'on est obligé de mettre beaucoup plus de fonds propres que de dettes sur les projets, puisque quand vous montez une opération immobilière, vous allez mettre des fonds propres, qui sont les capitaux que la société a. Donc aujourd'hui, on est en train de lever des capitaux en vous parlant. C'est l'objectif que l'on a, c'est d'avoir de constituer des fonds propres qui vont servir à être injectés sur les opérations. On complète ces fonds propres par une part d'emprunt. La part d'emprunt sur les prochains projets, elle va être réduite considérablement parce que, justement, pour ne pas obérer l'équilibre économique de nos projets, il faut diminuer la part d'emprunt et donc augmenter la part de fonds propres. C'est comme ça qu'on est touché directement. Merci beaucoup pour ces réponses complémentaires et très claires. Bon, il est 57. On va peut-être essayer de répondre à une dernière question qui était posée par Serge. Quels sont vos rapports avec les mandataires associatifs et autres structures d'assistance sociale accompagnant ces familles monoparentales? Alors, Bonne question. les rapports sont de 2 ordres. Avec les mandataires associatifs, on est bien souvent membre de l'association et eux, ils sont actionnaires de la foncière. Parce que on parlait tout à l'heure de partenaires. Le partenariat, ça veut dire que non seulement on a une communauté de vues et des ambitions communes sur le traitement de ces populations et des solutions qu'on peut leur apporter, mais également dans le fonctionnement de tous les jours. On est imbriqués, donc on a ces liens croisés avec nos partenaires. Les structures d'assistance sociale qui accompagnent les familles monoparentales, donc plus précisément sur nos opérations en développement à Nice, là, c'est un peu différent. C'est un lien juridique, c'est-à-dire qu'on a un bail directement auprès de ces structures d'assistance. C'est-à-dire que le locataire qui nous paye, ça n'est pas la femme qui a quitté son domicile et qui est avec ses enfants dans une roulotte. C'est l'association qui, elle, fait de l'intermédiation sociale. Donc notre locataire, c'est l'association. Merci beaucoup. On peut peut-être finir sur une dernière question. Il nous reste 1 minute. Allez, une question de Cathy. Avez-vous un droit de regard sur les seniors modestes sélectionnés? Quels sont vos critères de sélection et comment, de manière générale, les bénéficiaires sont sélectionnés? Très bonne question. Nicolas, tu réponds? Ouais, j'ai envie de répondre sur cette question-là. Elle est évidemment essentielle et cette décision, 2 éléments de réponse. Elle est d'une part, et je vais les illustrer, d'une part multicritère, d'autre part, elle est collégiale. Alors, je commence par le dernier point. Elle est collégiale parce que on veut être sûr de toucher des personnes qui sont particulièrement fragiles et sans solution.
et qui ont vraiment envie d'être acteurs de leur vie et de ce projet de vie sociale et partagée, que ce soit dans la résidence intergénérationnelle au contact, quand je suis senior, de la petite enfance et de famille, ou que je sois au sein de l'habitat inclusif pour handicapés, où j'aurai là aussi des enfants et des familles valides, ou que je sois encore une fois en colocation, appelons ça comme ça, en habitat accompagné et partagé, parce que je suis senior Alzheimer et que j'ai envie de ne pas vieillir tout seul à la maison et d'être une charge pour mes aidants, pour ma famille, qui se font beaucoup de soucis pour moi. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement s'assurer que nous choisissons les gens qui en ont le plus besoin et en ont le plus envie. Comment ça va se faire? Ça va se faire à 3 voix dans le cadre comment dirais-je, d'une instance qui sera constituée pour chaque résidence et qui réunira bien sûr Urban Solidarité Investissement, l'intervenant animateur partenaire, en l'espèce, si je reparle de Sisteron, donc l'association ADMR des Alpes de Haute-Provence, et le ou les représentants de la collectivité, de la mairie, qui eux aussi se préoccupent évidemment du bien vieillir de leur population. Donc ça va se faire dans ce cadre collégial-là. Et sur les critères, c'est un ensemble de critères qu'on a définis qui vont être un petit peu financiers, mais encore une fois et surtout, qui vont être des critères d'âge, de profil et encore une fois de volonté grâce à la résidence, développer du lien social et d'être acteur de son lieu de vie. Voilà, donc ça, sans rentrer plus dans le détail, ça comprendra de façon à la fois quantitative et qualitative une quinzaine à une vingtaine de différents critères. Une petite précision très rapide, parce qu'on a mangé notre créneau horaire. On est en phase active de sélection sur notre résidence d'habitat inclusif dans la région de Toulouse. Et donc, le choix... Donc, on a, malheureusement ou heureusement, on a beaucoup plus de candidats que de places. Le choix se fait vraiment sur le projet de vie et l'intention de participer au collectif qui va se créer dans la résidence. Les personnes qui sont uniquement intéressées par une solution d'habitat avec les services, avec le confort, c'est pas suffisant. Il faut des gens qui ont vraiment envie de vivre cette expérience, d'être dans ce collectif. Je vous rappelle que notre ambition, c'est de maintenir le lien social pour nos populations. Donc, il faut des gens qui ont envie de participer au lien social, voilà, et qui ne viennent pas chercher uniquement des solutions d'habitat parce que c'est pratique, parce que c'est bien adapté en prix, parce qu'il y a du service. Non, il faut plus. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Et c'est sur ces critères-là qu'on les sélectionne. Merci beaucoup à tous les deux pour la réponse à l'ensemble de ces questions. C'était très clair et très intéressant. Pour toutes celles et ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions de la levée de fonds de Urban Solidarité Investissement. On pourra y répondre par écrit. Je vous remercie ici du coup pour votre attention, pour vos questions et pour votre temps. La levée de fonds, peut-être pour conclure, la levée de fonds de Urban Solidarité Investissement est en cours. Donc, on est actuellement en collecte. On a déjà collecté plus de 76 000 €. On a un objectif de 150 000 €. Donc voilà, pour entre autres financer les roulottes solidaires dont on a parlé à Nice. Donc, on compte sur vous pour mener à bien ce projet. Et puis voilà, on va conclure comme ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Nicolas et Frédéric? Mais j'ai d'abord remercié les personnes qui ont assisté à ce chat, et j'ai été particulièrement touché par les petits messages d'encouragement qui sont passés suite à notre présentation. Donc, j'espère que vous serez aussi touchés que nous dans ce projet. Et nous avons beaucoup de projets intéressants à développer, parce que malheureusement,
il y a un besoin énorme et il faut vraiment trouver des solutions aux personnes que nous visons. Pour avoir fait beaucoup d'immobilier dans ma vie et de l'immobilier qui n'était pas du tout de l'immobilier social, je trouve qu'on a une fierté à travailler sur nos projets qui est extraordinaire. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens qui nous rejoignent dans l'aventure, les actionnaires qui nous rejoignent, que ce soit des personnes physiques ou des institutionnels, croient dans ce projet, et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Frédéric. C'est un beau mot de la fin. Vous pouvez aussi également télécharger le dossier d'investissement. Je l'ai mis dans le chat, mais si vous voulez entrer un peu plus dans le détail et compléter tout ce qu'on s'est dit, c'est le dossier d'analyse qui a été fait d'une 30aine de pages et qui récapitule à la fois le modèle de USI, ses finances et tout ce qui est l'analyse d'impact. Voilà. Bah, merci à tous en tout cas pour votre participation ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite. À très bientôt et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée.